Bonjour l'audience et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne qui va parler de notre passion des séries. Aujourd'hui, je suis avec l'ami Nico. Comment ça va mon ami Nico? Eh ben, écoute, juste, je t'entends lancer cet épisode et je me dis qu'on a manqué d'imagination pour le titre de cette chaîne, hein. Du coup, je Oui, pense que tout le monde je pense, s'attendait à ce qu'on parle de ce sujet-là. oui, je Et pense qu'on va beaucoup manquer d'imagination tout au long de ces vidéos. Mais c'est ce qui voilà, fait et aussi le charme. le charme de ces épisodes. Et on manque tellement d'imagination, mon ami Ludema, qu'on a décidé de s'attaquer à la série dont tout le monde parle en ce moment, à savoir Le Problème à trois corps. Du coup, eh ben justement, pour l'audience, est-ce que tu pourrais nous faire un petit pitch de ce qu'est Le Problème à trois corps? Oui, alors justement, on y reviendra sur tout le monde en a parlé. J'ai l'impression que, en fait, pas beaucoup de monde en a parlé. Ça n'a pas eu le succès escompté. Ce qu'on peut préciser tout de suite, c'est qu'on va avoir une petite partie no spoiler. Donc, si vous l'avez pas vu et que vous voulez avoir des renseignements, c'est juste la partie où on ira rapidement sur ce qu'on en a pensé, sur nos goûts, est-ce qu'on a aimé, pas aimé, est-ce qu'on le recommande. Et ensuite, on aura une seconde moitié de vidéo dans laquelle on se lâchera totalement, on ira à fond dans les spoilers et on dira là pour le coup, parce qu'il y a énormément d'éléments qu'on peut pas dévoiler. Enfin, c'est très difficile de parler d'une série ou de plein de films comme on a l'habitude sans dévoiler l'intrigue et les rebondissements, car il y a des rebondissements. Le premier qui arrive tout de suite, c'est on va faire le pitch. Vous ne vous y attendez pas, moi non plus. Donc, de quoi parle le problème à trois corps? Ça parle d'une vague de suicides qui touche des scientifiques à travers le monde, tandis que des expériences réalisées dans des équipements de pointe affichent des résultats inattendus qui ne correspondent pas à ce qu'on sait. Il y a comme un petit problème au niveau de la science. Je vais peut-être me calmer parce que je suis parti un peu trop fort pour cette première vidéo. On va suivre l'histoire d'un policier en fait qui mène l'enquête sur ces mystérieux événements, donc cette fameuse vague de suicides. Et ensuite, on va rencontrer toute une équipe de scientifiques qui vont aider aussi bien d'un côté le policier que de l'autre leur propre chef de projet, qu'on pourrait dire comme ça, qui est un peu le lancement de la série, qui va être une des premières victimes euh, de cette vague de suicides. Voilà comment moi je résumerais ça. Évidemment, je peux pas en dire plus parce qu'il y a plein d'éléments. C'est de ce qu'on appelle de la hard SF, donc énormément de science-fiction. La hard SF, hein, c'est ce courant issu de la science-fiction qui se base sur des éléments de, comment on appelle ça, très plausibles, euh, très, C'est euh, réaliste. très réalistes, donc très scientifiques. Et normalement, dans ce genre de roman, alors si vous connaissez un peu les œuvres, je pourrais citer Seul sur Mars ou 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sont, voilà, ça vous donne un peu le genre que ça va être. Autant dire que c'est scientifiquement très éprouvant. Et c'est comme ça que je commencerai moi par donner un petit avis avant de te laisser la parole. C'est que donc c'est adapté d'un roman, peut-être tu y reviendras après. Oui, peut-être justement préciser que c'est l'adaptation d'un roman d'un auteur très célèbre en Chine qui a reçu aussi des prix aux États-Unis. Il s'agit de Monsieur Liu Cixin, si je le prononce bien. Notamment, on peut déjà dire que c'est une trilogie et que l'histoire est terminée. Donc, si ça suit la logique, c'est potentiellement une série qui pourrait se présenter en trois saisons, sauf si ils 4. décident de quatre. Il y a quatre saisons déjà d'annoncer. Donc, Ouais, ils en ont fait, déjà les créateurs aimeraient en fait qu'il y ait 4 saisons. Ils l'ont imaginé donc, comme ils ça. ont déjà découpé les livres pour faire une saison supplémentaire. Ok, c'était le point à préciser. Euh, Justement, en termes d'adaptation, c'était une série qui était attendue parce que on retrouve les showrunners d'une célèbre série. Cette série, c'est Game of Thrones. Ses showrunners, c'est David Benioff et D.B. Weiss. Ils ne sont pas tout seuls. Il y a un troisième showrunner qui les accompagne, c'est Alexander Wu. Et pour recommencer donc la première partie no spoil, ce que je te propose, c'est, Monsieur Ludema, de nous dire ce que tu as aimé dans le problème à trois corps, les soucis que tu as relevés, et surtout, qu'est-ce que tu as pensé de cette première saison sur sa globalité. Ouais,
Déjà, alors moi, j'ai pas lu les romans. Donc, je connaissais la réputation des romans parce que ça a été un énorme succès. Donc, quand on aime un peu la science-fiction et qu'on est un peu lecteur, j'avais eu connaissance de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un gros succès en vente, mais que ça arrivait tardivement en France. Je crois que c'est sorti en 2008, si je dis pas de bêtises. Et chez nous, c'est arrivé vers 2014 ou 2015, la première édition. Parce qu'en fait, les éditeurs français n'y croyaient pas beaucoup. Parce qu'il de ce que j'ai compris, c'est que le roman est assez âpre à la lecture, parce que vraiment très poussé en termes scientifiques, donc très développé là-dessus, même dans les plus petites notions, ça va dans le détail, etc., et que les personnages sont un peu mis de côté, ce qu'on retrouve un peu dans ce genre-là. Donc moi, je m'attendais à ça, en fait. Je m'attendais à quelque chose comme Fondation, comme ce genre de série, qui pousse un peu les curseurs de la SF et les grands thèmes loin. Euh, Comme tu l'as dit, le fait que ce soit les showrunners de Game of Thrones et le fait qu'il y a un budget conséquent, hein, on parle quand même d'un budget de la saison 1 de 160 millions de dollars, donc c'est pas rien. Je m'attendais à un gros spectacle. Pour moi, c'était la série blockbuster de ce début d'année. Et de ce point de vue-là, j'ai pas été déçu. C'est-à-dire que euh, la série envoie du lourd visuellement. Il y a un bon rythme, c'est bien réalisé malgré tout. Il y a les plans sont beaux en termes de visuel, etc. C'est très 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 bien là-dessus. Il y a plein d'idées. Alors une fois de plus, comme j'ai pas lu le roman, je ne sais pas de ce qui est du roman et de ce qui est de leur création à eux. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y a plein d'idées visuelles. Il y a plein d'idées dans les notions, dans les rebondissements. Euh, Par contre, Il ce faut que je... aussi préciser qu'il y a un Ouais. gros budget par épisode. À Oh. combien s'élève-t-il? Bah, ça fait 20 millions. 20 millions par épisode. Ouais, 8 Donc, épisodes, donc c'est sur Netflix, on l'a pas précisé. Euh, le point faible pour moi de la série, ce sont les personnages qui clairement ne sont pas, en tout cas je les ai pas trouvés, les arcs narratifs sont parfois brouillons, parfois mal travaillés, mal approfondis. Il y a une sorte de certains personnages sont ce que j'appelle moi des personnages fonctions. Ils sont là que pour répondre à une fonction. Du coup, on ne sait pas leurs états d'âme, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On verra il y a un personnage, euh, sans dévoiler son intrigue, si je retrouve son nom, excusez-moi les gens, c'est donc Alex Sharp, Will Downing dans la série, le personnage Will, qui, en fait, une bonne partie de la saison 1, on se demande ce qu'il fout là. C'est vraiment... c'est oui. c'est voilà, c'est son arc narratif ne prend de l'ampleur et ne devient intéressant qu'en deuxième moitié de saison. Et donc voilà, donc pour moi, ça fait vraiment un côté assez étrange euh, d'avoir des scènes qui ne servent à rien en réalité, puisque ça ne nourrit pas le personnage, ça ne fait même ralentir. Il y a même une scène en début de saison 1 qui est là pour, en 5 minutes, on nous présente deux personnages, deux des scientifiques et personnages principaux de la série, où carrément, c'est une scène qui se passe dans un bar, il y a un figurant qui vient et qui littéralement demande à ces femmes bah, c'est quoi leur métier quasiment, et elles répondent, voilà, elles répondent par le CV, et c'est ce qu'on appelle une scène d'exposition, mais qui est vraiment le truc avec les gros warnings. Limite, on aurait mis un petit écriteau pour nous expliquer la chose. Donc voilà, ça c'est dans les séries américaines, souvent on retrouve ça, ce côté euh, où le dialogue, en théorie, un bon dialogue, c'est un dialogue qui ne doit pas être explicatif comme Mm. ça doit être amené par de l'action. Quand on parle d'action, c'est pas une scène d'action, mais par des éléments qui font qu'on comprenne que on aurait dû l'avoir, par exemple, donner un cours, ce qui est le cas avec un des personnages masculins qui est un prof qui est présenté comme ça. En fait, souvent, d'autres personnages de la série sont présentés dans leur métier, ou en tout cas dans ce qu'ils sont en train de faire, et elles sont juste assises à un bar et elles dévoilent leur CV. Et j'en viens sur cette scène parce que pour moi, elle est assez emblématique de ce que je qualifierais de l'instant Netflix, c'est-à-dire tout ce qui va venir amoindrir ce qui pourrait être un show exceptionnel, ce que l'était par exemple Game of Thrones. Euh, c'est ces petits instants qui rabaissent l'œuvre, qui sont inutiles ou mal écrites
ou qui font la jonction entre des grosses scènes très visuelles, très marquantes, très impactantes, aussi bien émotionnellement que parfois juste dans l'action. Et cette scène, en fait, je la reprends parce que il faut savoir que la série, elle était finie en 2023. C'est-à-dire qu'elle était finie avant les fameuses grèves qu'il y a eu. Et ce sont les créateurs, les showrunners, qui, après avoir vu la série, se sont rendus compte qu'elle était très difficile d'accès. En fait, elle manquait d'éléments clés pour comprendre qui étaient les personnages, quels étaient les enjeux, etc. Et donc, ils ont demandé à Netflix de reculer la sortie de la série pour pouvoir retourner, reshoot ce plan de 5 minutes. Donc, c'est un truc qui a été écrit et mis après. Et ce qui explique à quel point on le ressent quand on le regarde, de se dire ça a été mis au chausse-pied, quoi. C'est pas anodin, c'est que ça l'a été vraiment. Et donc, je le critique, et en même temps, je me dis s'ils l'ont mis, c'est ce qui rend la série plus compréhensible, quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Bah justement, je vais rebondir directement là-dessus. Pour moi, cette scène-là, elle est significative d'un des défauts que je trouve au problème à trois corps, c'est que on est dans un univers très scientifique et la science à vulgariser, c'est pas toujours évident. Et cette scène-là, moi, m'a moins choqué parce que je me dis que mettre en action leur CV, ce que l'on voit plus tard dans la série, je suis pas sûr que si ce n'est pas parfaitement bien fait, tu saisisses tout ce qui se passe. C'est-à-dire que le personnage qui est joué par Eiaza Gonzalez, elle a quand même une fonction assez particulière, hein. Elle travaille sur un projet assez particulier, c'est mieux dit comme ça. Et si elle ne t'explique pas c'est quoi exactement, je suis pas sûr que visuellement la série arrive à te faire comprendre ce point, même si visuellement c'est très très beau. Et on reviendra d'ailleurs sur le caractère très très beau. On peut dire Mais qu'elle a inventé le fil à couper le beurre. oui, voilà. Mais je suis d'accord sur le fait que là, on a une scène avec un gars qui vient faire une grosse drague bien lourde. Vous savez, c'est cette bonne drague de fin de soirée, là, assez catastrophique. Et on voit bien que la réponse, c'est une façon d'envoyer un peu le gars balader. Ce qui parfois était mal interprété, parce que, à l'inverse de toi, moi, je suis allé voir un petit peu les réactions que les gens avaient eues sur les internets. C'est là où peut-être on ne sera pas d'accord parce que moi je trouve que, ne serait-ce que sur YouTube, la plupart des grosses chaînes ont parlé du problème à trois corps. Donc c'est pour ça que je disais que tout le monde en a parlé. Mais ça, on en reviendra peut-être dans la troisième partie. Mais voilà, là-dessus, effectivement, par moment, je trouve que je suis pas sûr qu'ils ont réussi à simplifier ce qu'ils cherchaient à démontrer. De toute façon, le roman était réputé pour être inadaptable. Et au final, je trouve que bah, ils s'en sortent quand même pas mal. Il y a plein de scènes qui sont très intéressantes dans la série. Euh, En termes de jeu d'acteur, j'ai du mal à définir si... parce qu'il y a des personnages, je suis un peu comme toi, il y a des personnages, moi, qui m'ont marqué, et d'autres, bon, par exemple, je vais revenir sur le rôle donc, que joue Esa Gonzalez. J'ai eu du mal à avoir... OG Salazar dans la série. J'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour ce personnage, mais je peux pas dire que c'est parce que c'est l'actrice qui n'y arrive pas, parce que je l'ai vu jouer dans d'autres trucs, et c'est quelqu'un qui délivre ce qu'on lui demande. Là, j'ai l'impression qu'en termes d'écriture, ça n'a pas toujours été évident, et j'ai parfois l'impression que tu as des personnages qui semblent plus caricaturales que d'autres, c'est-à-dire notamment au niveau des scientifiques, tu en as qui font très geek, t'en as, tu demandes si c'est des scientifiques, et il y en a d'autres qui passent nickel, quoi. Donc, même dans les rôles un peu plus mystérieux, par exemple, on va retrouver des acteurs qu'on avait dans Game of Thrones, et on a Liam Cunningham. Par moments, son personnage, je l'ai trouvé très caricatural. Et à d'autres moments, j'ai trouvé que son personnage délivrait ce qu'il devait délivrer, quoi. Il a le charisme et la force qu'on attend de ce personnage-là.
Euh, Ser Davos mais hein, dans Game of Thrones, Liam Cunningham. tout à fait. Euh, du coup, je trouve on a des bons acteurs. Ça fait plaisir de retrouver Benedict Wong dans autre chose que dans son rôle pour le MCU. Je trouve que c'est un acteur qui est très intéressant. Mais il y en a qui paraissent plus au second plan. Est-ce que ça vient de l'écriture? Est-ce que ça vient de leur jeu? C'est pas évident à dire. Pour moi, par contre, en termes d'image, de qualité photo, de rendu, je me sens dans une série Netflix. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une patte artistique Netflix et ça sonne Netflix. Et tu vois, j'aurais vu cette série sur Apple TV, ça m'aurait choqué. J'aurais dit, tiens, il y a un truc pas normal, ça sonne Netflix. Est-ce que Apple TV essaie de copier Netflix? Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'ai pas retrouvé la patte esthétique de Game of Thrones. Alors, je veux pas trop comparer les deux séries. J'ai vu que beaucoup l'avaient fait et à mon sens, c'est un défaut. C'est-à-dire que si vous avez des réactions par rapport à Game of Thrones, le problème à trois corps ne va pas, je ne pense, c'est pas du tout la même délivrance. On n'est pas du tout sur le même type d'œuvre, le même type de matériel. Et donc vouloir trop comparer les deux, à mon sens, c'est une erreur parce qu'on peut passer à côté de certaines choses. Tu vois, j'ai trouvé la série dans ce qu'elle a amené assez cohérente dans l'ensemble de l'œuvre, même s'il y a des passages dont on parlera dans la partie no spoil, où on peut se poser certaines questions sur l'efficacité de, 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 de la mise en place de la résolution du sujet. Il en reste que j'ai trouvé que, en termes d'explication de ce que les personnages définissaient par rapport à pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça et pourquoi ils allaient dans cette direction, il y a une certaine cohérence. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé. Est-ce que tu as trouvé que par moment il y avait des facilités scénaristiques? Est-ce que tu as trouvé l'œuvre un peu confuse ou tu as retrouvé cette cohérence-là? Non, moi, c'est. En fait, en regardant cette saison 1, j'ai vu euh, de ce que les gens disaient, c'est inadaptable. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il rendait accessible des concepts qui avaient l'air complexes, et j'ai trouvé au contraire que j'étais pas perdu. Mm. Euh, Autant les enjeux, ils arrivent bien plus tard et au début, et clairement, on ne sait pas trop de quoi va parler la série. Mais tout ce qui était scientifique, la suite logique des événements, tout ça m'a paru très clair, très limpide. J'ai trouvé que là-dessus, c'était vraiment didactique, mais peut-être parfois trop, qui faisait que, Ouais, comme je disais, on manquait de liant entre ouais, les grosses scènes. J'avais plus l'impression ok, c'est 20 millions l'épisode, là où si on fait le comparatif Game of Thrones, c'était 16 millions. Il nous faut telle scène. Ah là, c'est tel truc. Il nous faut tel truc. Et entre les deux, bah, comment on fait? Ah bah tiens, une scène de dialogue. Et j'ai l'impression qu'il y avait un rythme un peu comme ça. Euh, ouais. Oui, le rythme est pas toujours net, pas toujours fluide. ouais, Il y a des moments il y a des petites longueurs, trop mais mécanique parfois. tu as raison. Mais justement, moi, c'est là où je dis que oui, je suis d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs ce que je disais par rapport à la scène avec les deux scientifiques. On sent bien que par moments, ils ont eu du mal à nous expliquer visuellement certaines choses, et ça doit passer par des dialogues pour nous l'expliquer. Mais pour moi, ça fait que l'œuvre reste cohérente, même s'il y a une bonne gestion du mystère. J'ai trouvé que justement, la gestion des enjeux de la série, elle arrive petit à petit, même si moi je l'ai trouvé un petit peu prévisible. Ça arrive et ça reste bien géré. Et au final, la saison se termine. Il y a des questions qui sont non résolues. Ça n'affecte pas l'intégralité de ta compréhension de cette saison. Mais du coup, ça amène à vouloir développer des théories, ce qu'on va faire dans la troisième partie. Euh, Autre point un petit peu négatif, et du coup, ben, je vais m'en servir pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre. Pour moi, c'est un petit avertissement. Les deux premiers épisodes sont pas forcément évidents. Je vais reformuler différemment. C'est pas facile de passer au travers des deux premiers épisodes. Ça peut paraître un petit peu abrupt. On peut avoir l'impression de nager en eau trouble
et on peut s'y perdre. Mais ça vaut quasiment le coup d'attaquer le troisième épisode parce que, en fait, on se rend compte que les deux premiers épisodes, c'est on vous montre le paquet de nœuds et ensuite on va commencer à défaire le paquet pour justement amener les enjeux. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ces deux premiers épisodes? Non, moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Je suis rentré dedans. Ok. Mais après, peut-être je suis habitué à regarder des séries qui ne délivrent pas tout au début. Et, euh, et qui donc que je me focus pas là-dessus. C'est pas ça qui pourrait me bloquer ou me freiner. Au contraire, moi, ce genre de mystère où la promesse, parce qu'en fait, ce que j'y ai plus perçu, moi, c'est une belle promesse. Et cette Oui. promesse, elle était suffisante pour me dire, ok, bah, je vais continuer. Euh, et Mais j'ai constaté que j'étais pas le seul à avoir relevé ça, c'est pour ça que je tenais à le préciser. Euh, Moi, je suis passé assez facilement au travers des deux premiers épisodes, mais effectivement, tu sais, c'est un peu comme la première saison de Lost. Tu finis la première saison de Lost, t'es pas sûr dans quoi t'as nagé, tu vois. T'es pas sûr au travers de tout quoi tu es passé. Et pour moi, ces deux épisodes-là, ils ont vraiment cette sensation-là. Et après, j'ai trouvé que le récit devenait beaucoup plus net. Tu vois, il y a la gestion du mystère, mais tu avances beaucoup plus de façon beaucoup plus sécure, quoi. Alors que dans les deux premiers épisodes, tu peux être un petit peu insécure. ouais. Ce qu'on pourrait conclure cette première partie, sauf si tu as encore des choses à rajouter, c'est Ben, d'un point de vue général, ton avis sur la série, bon, moi, pour moi, c'est parmi. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression, tu sais, que c'était, comment dire, il y avait une patte Netflix. Peut-être on peut préciser que Netflix impose des caméras, impose certaines choses qui font que toutes les séries, plus ou moins, peuvent parfois se ressembler dans les cadrages, dans plein de choses. Voilà, il y a vraiment une directive qui est imposée. Donc, ce qui explique que des fois, on se dit, bah, ça, c'est une série Netflix. On se dit pas, tiens, on n'est pas surpris quand on y arrive parce que ça fait partie de leur process de mettre les gens qui les regardent bien, quoi. Ouais, on est dans hmm. nos chaussons, on sait où on est là pour ça, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des bémols, mais quand je regarde ce qui sort de manière générale sur Netflix et par rapport au budget, parce qu'on est obligé de ramener à ça quand même, il y a une grosse campagne de communication, c'est pas rien, c'est des enjeux financiers, c'est des promesses, etc. Je trouve que le contrat est quand même rempli. Je dirais, si vous ne regardez pas beaucoup de séries Netflix, mais que vous aimez la SF, eh ben, au moins là-dessus, on est servi. Et on a, une fois de plus, quelques scènes qu'on va développer après, vraiment choc, vraiment réussi pour le coup, euh, inédite, qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement, et même chez Netflix d'ailleurs. Donc franchement, je recommande, avec des bémols, de dire que c'est Netflix, et donc ça va aussi avec son lot de choses un peu moins intéressantes, mais ça, bon, on n'y peut rien, c'est Netflix, quoi. Oui, et par contre, souvent dans les séries Netflix, il y a ce côté que moi je trouve, c'est peut-être personnel, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse emphase sur le premier épisode, il y a une grosse emphase sur le dernier épisode, et au milieu c'est un peu mou. Ici, c'est moins le cas. Et je pense que c'est dû à ce que tu appelles la plus, le production La value production value. avec des scènes assez frappantes. Moi, je la recommande cette série parce que déjà, il y a des acteurs que j'ai découverts. Notamment, on a cette jeune actrice, Jess Hong, qui, je trouve, porte un petit peu la série sur la deuxième moitié de cette première saison. Moi, je la connaissais pas et je l'ai vraiment trouvée très intéressante. Il y a le plaisir de retrouver des acteurs de Game of Thrones, de les retrouver là. En termes de casting, même si, je le redis, il y a des personnages qui m'ont moins marqué que d'autres, je trouve quand même que la série s'en sort très bien. Visuellement, c'est très beau. Euh, c'est pour moi une bonne série de science-fiction. C'est peut-être même l'une des séries que j'ai préférées dans ce domaine-là de ce début de 2023.
Maintenant, si je la ramène par rapport aux autres séries de science-fiction que j'ai vues, je la trouve assez en dessous de productions telles que Fondation ou Invasion ou La Guerre des Mondes, euh, ou, parce qu'il y a ce petit cachet un petit peu Netflix qui fait que les choses sont un peu trop nettes par moment et que tu aimerais que par moment ça soit un peu plus crade. Mais je pense aussi qu'il y a ce côté un peu facilitant euh, par rapport à la narration, c'est-à-dire le fait de vouloir tout expliquer et tout ça, qui fait que je voyage un peu moins que dans certaines autres séries où je me mets plus facilement à imaginer certaines choses. Mais là, je le redis, c'est peut-être dû au support, c'est-à-dire au fait que ça soit l'adaptation de hard science-fiction, dans le sens que bah, la science, c'est quand même quelque chose qu'il faut vulgariser si on veut que les gens la comprennent. Et c'est là où je me dis, tu vois, il faudrait que je lise les romans pour voir comment est-ce que l'auteur, lui, s'en est sorti. Et je conclurai cette partie no spoil pour moi sur un des constats euh, qui est le plus positif par rapport à cette série, c'est qu'elle m'a donné envie de lire les livres. Donc, bah, c'est que quelque part, l'adaptation, elle reste pas si mal faite que ça. Donc, voilà, je pense qu'on peut arrêter là, passer sur la partie spoil. Et là, du coup, bah, si vous êtes toujours avec nous, c'est que soit vous avez vu la série, soit bah, ça ne vous dérange pas d'être spoilé. Voilà, un petit avertissement pompé à d'autres influenceurs. Par quoi tu veux attaquer cette partie justement spoil, euh, Monsieur Ludera? Bah, en fait, je me rends compte que j'ai pas parlé des acteurs, ni même de. On a parlé de beaucoup des créateurs de Game of Thrones. Euh, on pourrait d'ailleurs attaquer par là, tiens. Tant qu'on est sur Game of Thrones, tu disais ouais, qu'il y avait des gens qui avaient fait le comparatif entre les deux séries. Et Mm. malgré tout, on y est presque obligé. Alors, une fois de plus, peut-être c'est dans le roman, mais ça, je ne sais pas. Mais la première scène, la scène d'ouverture, est-ce que ça t'a pas fait un rappel, un souvenir de Game of Thrones, de fin de saison 1 de Game of Thrones, avec la fameuse décapitation. Cette scène qui se passe en Chine dans les années 60 au moment de la révolution culturelle, euh, où un scientifique donc chinois qui enseigne, je crois, la physique quantique, on va y arriver, et qui se fait battre à Ouais. mort par la garde rouge. J'ai trouvé que dans la manière dont c'était filmé et dans certains plans, il y avait donc sous les yeux en plus de sa propre fille, il y avait un Mm. peu une redite. Alors je sais pas si c'est dans le roman c'est exactement comme ça ou si ils se sont permis un petit clin d'œil, mais Alors, d'après ce que j'ai pu lire, des petits clins d'œil à d'autres œuvres, il y en a un paquet dans la série. Euh, il y a plein de petits easter eggs et je pense qu'il y a un petit côté justement pour inciter les gens à les chercher, références, tu vois. Alors, très honnêtement, oui, je m'étais fait la réflexion, mais pas quand j'ai vu la scène. Je me suis fait la réflexion plus tard. Et je la vois plus, alors tu vas peut-être pas être d'accord avec moi je la vois plus comme, d'une certaine façon, on est capable de faire ça, on le refait, mais en mieux. Parce que là, je l'ai vraiment trouvé, même si pour moi, c'est une des scènes les plus marquantes de la série de Game of Thrones, parce que toute la première saison fait que tu t'attaches à Ned Stark, et quand il meurt, c'est un crève-cœur, et en fait, c'est quasiment une clé de lecture pour la série Game of Thrones. Il en reste que la scène, elle n'est pas parfaite, elle a quelques petits défauts, alors que là, la mise en scène, la netteté et le fait qu'elle soit aussi une clé de lecture pour la série, hein, parce que tu oui, parles c'est de la l'acte fondateur révolution, quoi. voilà, tu parles de la révolution culturelle, mais l'enjeu qui est dans cette scène, c'est et qui va se poser dans les premiers épisodes de la saison, c'est une opposition entre le mysticisme et la science. On a quelque chose d'un petit peu dans cette scène, il y a quelque chose d'un petit peu holistique, il y a quelque chose d'un petit peu religieux. Il y a les références à Bouddha et tout ça, et aux croyances du parti qui sont, qui sont quasiment mis comme des dogmes. Et la remise en question scientifique de ces dogmes devient un problème. Et donc, tu as vraiment une opposition que tu vas retrouver dans les premiers épisodes, qui est très intéressante. Et je l'ai trouvé d'une efficacité, alors pas aussi efficace que celle de Ned Stark, parce que t'as pas t'as pas l'affect,
que tu as pour le personnage de Ned Stark. Mais en termes de visuel, moi, je l'ai vraiment trouvé très très belle cette scène. Oui, bah disons qu'il n'y a pas les enjeux sont pas posés, donc on ne peut pas être en empathie avec qui que ce soit, puisqu'on connaît personne à ce moment-là. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait des petites choses comme ça qui faisaient quand même beaucoup référence. Évidemment, tu en as parlé, il y a les acteurs, que ce soit Jonathan Pryce, donc le grand moineau, mais qui est aussi le grand-père de River dans Slow Horses, une série que j'adore particulièrement. Donc c'est un acteur, pareil, ça fait partie des gros acteurs. C'est quand même une série avec un vrai casting, en tout cas pour certains rôles. Euh, Il y a John Bradley, donc l'éternel Sam Tarly, qui pour le coup, lui aussi, j'ai trouvé inexploité. J'ai Oui, trouvé qu'il refaisait une redite. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de revoir Sam Tarly dans le problème à trois corps. Alors certes, il y a des petites nuances, mais c'est ouais. encore le même rôle. Et donc pour moi, tu sais, il y avait un Et côté c'est de... dommage parce que moi j'étais tellement content de le voir. Je trouve que c'est un acteur qu'on n'utilise pas assez et je Ouais, l'aime mais beaucoup. même, toi, quand il est Mais exploité dans Moonfall, le oui, film, il refait encore Sam Tarly. En fait, c'est le pauvre gars, et on lui fait rejouer la même chose. Donc il y avait quand même des petits côtés, tu sais, il y avait un petit côté revanchard quand je regardais la série, dans le sens, est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de réussir là où beaucoup de gens les ont critiqués à la fin de Game of Thrones. Donc par moment, je voyais des petites choses, je me disais, ah c'est dommage qu'ils aient pas pris le contre-pied et de prendre John Bradley pour lui faire jouer un autre rôle que celui de Sam Tarly. Tu vois, pour justement casser un peu ce référentiel et proposer quelque chose d'un peu plus nouveau. Donc là-dessus, voilà, il y avait ça. Il y a aussi Liam Cunningham, t'en as parlé, Serre Davos, qui est toujours là. Wade, qui lui aussi joue très bien. Moi, ce que j'ai aimé retrouver, c'est Jovan Adepo. Donc c'est celui qui joue le rôle de Saul Durand. mm, Qui est un acteur que j'ai vu dans plein de bons films, notamment Misanthrope, qui est un thriller formidable, enfin d'une efficacité, c'est un silence des agneaux moderne, quoi, très réussi. Et le Babylone de Damien Chazelle, où pareil, il joue le rôle d'un musicien à l'époque. Enfin bon, bref, c'est un acteur qui est très talentueux. Donc j'étais content de le voir pareil dans cette série. Et une fois de plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait des personnages qui se dévoilent qu'à un moment, qui deviennent importants qu'à un moment, mais qui, au milieu de la série ou au début, sont là, tu sais pas pourquoi. Tu sais, on te les mm, présente, mais ils ont pas de rôle là où, si on reprend Game of Thrones, par exemple, en saison 1, bah, tout le monde a un rôle intéressant, en fait. Tout le monde ouais. a déjà une ligne narrative qui est mise en place, alors que là, tu sens que ce sont des personnages dont l'histoire arrivera beaucoup plus tard, genre saison 2 ou 3, j'imagine, mais qu'il a fallu mettre dès le début de la saison Mais pour une cohérence, quoi. ouais, il y a peut-être une explication là-dessus, c'est qu'il semblerait que il y ait des personnages du roman. Il y a notamment un personnage du roman qui a été séparé en quatre personnages. Donc, s'il y a effectivement, ça s'avère être vrai, si vous avez lu le roman, n'hésitez pas justement à nous en faire part dans les commentaires. Mais si c'est vrai, c'est normal que tu te retrouves avec des personnages qui sont un petit peu plus fades parce qu'il y a tout à construire autour. Ils n'ont pas de ligne narrative et peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait le découpage pour rendre le truc plus digeste pour la série, mais peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps de développer les personnages et ça sent ça. Mais il y a aussi ce côté avec par exemple le personnage de Augie Salazar, il y a ce côté de je t'aime, mais je t'aime plus, mais je t'aime, mais je t'aime plus, euh, qui par moment, tu as envie de lui dire, bon, arrête, pose-toi, et puis, si tu veux, c'est là où, en termes de réflexion, je peux comprendre la critique de certaines personnes qui trouvent que certains personnages sont pas cohérents. Sauf que pour moi, c'est pas forcément de l'incohérence, autant que peut-être que la chose n'a pas été bien développée, Oui, c'est si un tu veux, manque sur d'épaisseur, quoi. voilà, c'est un manque d'épaisseur du personnage et va falloir notamment la fin du personnage de Oggy qui reçoit un coup de téléphone et qui n'y répond pas. Bah ça, je veux dire, c'est des questions de pourquoi une telle réaction et on en aura besoin de réponses dans une autre saison. Oui, Oggy au c'est nouveau. téléphone, c'est Oggy les bons tuyaux, du coup. Mais, euh, mais oui, en fait, moi, ce que ça... Alors, si on reste toujours sur Game of Thrones, ça m'a fait penser à Alien is Coming, quoi. On reste quand Ouais. même, si on reprend l'histoire,
il y a quand même trouble. Alors, je sais pas s'il y a Normalement, c'est pas Winter is Coming. bah, Voilà, c'est ça. Mais en réalité, si tu regardes les arcs narratifs de ce qui est raconté, puisque maintenant on peut le dire, hein, c'est une invasion extraterrestre qui est en approche, on retrouve quand même exactement les mêmes procédés scénaristiques, alors qui sont pas deux, puisque c'est des adaptations de romans, mais de la menace arrive et on nous vend la menace, c'est-à-dire qu'on est oui. exactement dans le même principe de Winter is Coming. Enfin, moi je trouve que Là, euh, c'est plus les marcheurs blancs, c'est comment ils s'appellent ces les extraterrestres? Santi, Les Santi, ouais. Les Santi qui, donc San en chinois, ça veut dire trois, et c'est le problème à trois corps. Et d'ailleurs, dans l'affiche du film, Mais, il y a oui. le 3, le San, le symbole San. Mais c'est là où la critique que tu faisais par rapport à la revanche, par rapport au Game of Thrones, est peut-être intéressant à analyser parce que les marcheurs blancs dans la série Game of Thrones sont présentés comme une menace, mais c'est une menace qui est quasiment pas humanisée. C'est une menace qui est juste une menace. On ne sait pas trop leur motivation, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils fonctionnent, et ils vont juste arriver. Alors que les Santi, en fait, la première saison leur donne une certaine humanité, même si on ne sait pas à quoi ils ressemblent visuellement. Donc, il y a un personnage qui va les symboliser, mais on retrouve un petit peu ce concept qu'il y avait dans des films comme Contact. Tu sais, dans Hmm. Contact, il y a cette scène finale où elle parle avec son père, et en fait, c'est l'extraterrestre qui choisit cette enveloppe-là parce que c'est l'enveloppe, il sait que c'est l'enveloppe qui lui parlera le plus à elle. Bon, bah là, tu as un peu ça dans le problème à trois corps. Alors, ça passe par, là, on est dans la partie spoiler, donc on peut y aller, ça passe par une interface jeu vidéo et tout ça. Il y a ce personnage d'une femme en robe avec une cape et un katana qui symbolise les sentis. Il y a aussi une petite fille qui l'accompagne, hein. Et voilà, eux-mêmes disent qu'ils ont cette apparence parce que les humains sont pas capables de comprendre quelque chose qui forcément ne leur ressemble pas, tu vois. Maintenant, il leur donne quand même une certaine humanité, où il y a un moment donné, il y a presque ce changement de paradigme, c'est-à-dire que la série part sur une relation entre les sentis qui chercheraient potentiellement à se sauver parce que bah, le problème à trois corps, vous allez voir en regardant la série, ça les concerne eux. Et pour se sauver, ils veulent rencontrer l'humanité. Et il y a le moment où ils découvrent que l'humanité sont des menteurs. Et alors à ce moment-là, leur plan change. Et là, ils deviennent belliqueux. Sauf que la série fait ça intelligemment parce que elle ne dit pas que c'est ça qui a fait changer ce que je veux dire, elle n'est pas vindicatif au point de dire non mais là ils ont vraiment changé. Elle peut laisser sous-entendre que potentiellement en fait ça a toujours été leur plan et que c'est qu'une excuse, tu vois. Et j'ai trouvé que ça, en termes d'écriture, c'est bien. C'est là où je dis, je trouve qu'il y a une bonne gestion. C'est-à-dire qu'on te laisse croire que potentiellement, mais peut-être que tu as tort. Ce qui est, à mon sens, mieux géré que dans Game of Thrones, ou dans Game of Thrones, au final, la menace blanche, je veux dire, les marcheurs blancs, c'est une menace du début jusqu'à la fin, et qui, à mon sens, finit pas forcément bien avec la huitième saison, parce que, bah, au final, t'as aucune réponse hein, sur les marcheurs blancs. Tu sais juste que c'est une menace. Tu vois. Ouais, Donc ouais, moi, là, je l'aurais pas interprété comme ça. J'aurais plutôt interprété comme euh, ils viennent sur Terre, en tout cas, on leur a donné cette possibilité-là, ce qui est au tout début de la série, quand quand comment elle s'appelle déjà le personnage parle avec et, les extraterrestres et qu'elle leur dit en fait vous pouvez venir, vous venez nous sauver. Donc en gros elle leur donne cette possibilité-là alors qu'ils n'y avaient pas a priori, ils n'étaient pas partis pour ça. Peut-être hum, même que là-dessus il y a aussi à découvrir. Peut-être que la personne avec qui elle a été en interaction et qui lui a dit attention ne nous dit pas de venir, etc. N'est pas la même que si je prononce bien le personnage, c'est Yi Wanji, donc ouais. qui est la jeune fille qui assiste à la mort de son père, qui elle aussi est une scientifique, et qui va se retrouver dans un projet top secret chinois. Et par ce projet, elle arrive à communiquer avec les extraterrestres, hein, juste pour faire un petit peu de précision. C'est Mais ça. justement, le fait qu'il y ait plusieurs interprétations, pour moi, ça me conforte dans l'idée que leur scénario en gestion du mystère, ils sont pas aussi directifs qu'il l'était sur le Game of Thrones, où moi j'ai jamais eu l'impression dans Game of Thrones que tu pouvais partir sur autre chose que les marcheurs blancs, c'est une menace, tu vois.
Oui, Après, mais tu en peux même temps, théoriser ils avaient pas la leur fin. origine. Oui, voilà. Donc c'était leur interprétation du chemin scénaristique qui était balisé au début et qui l'était plus après, là où tout est balisé jusqu'au bout. Mais pour moi, tu vois, cette scène, la fameuse scène qu'on peut nommer du chaperon rouge, du petit chaperon rouge, pour moi, Celle les où ils plus là découvrent en train de précisément dire, peur. on va venir vous envahir, mais les termes qu'ils utilisent n'est pas ce mot-là. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai compris que pour eux, dans leur esprit, c'était clair. Sauf qu'à ce moment-là, ils comprennent que le fait qu'on puisse mentir, qu'on puisse être, comment dire, se cacher, être comment on appelle ça j'ai plus les termes parce que c'est fatigant d'être fatigué, mais la duplicité, voilà, je cherchais ça. Euh, En fait, ils se rendent compte que comme ils ne peuvent pas lire dans nos pensées, ce qui est le trait de génie, je trouve, de l'auteur du roman, quoi, euh, c'est qu'à ce moment-là, ils ont un moyen de perdre. Et donc, Oui, ils changent de paradigme qui est, ok, puisque on ne peut pas y aller à la gentillesse, et que d'un coup, oui, ce qui nous semblait être ne pas être une menace en est une, l'humain devient une menace pour eux. En tout cas, leur plan peut tomber à plat, quoi. Ils changent de paradigme et c'est à ce moment-là où ils nous traitent de bugs, oui. de... Mais tu as plusieurs indices qui laissent à sous-entendre que potentiellement l'invasion était prévue depuis le début. C'est-à-dire que eux se revendiquent comme une, euh, une espèce qui n'est pas capable de cacher la vérité. Donc qui a Mm, cette tendance à dire ce qu'elle a l'intention de faire. Et ils voient comme une menace le fait que les humains eux, arriveraient à justement pouvoir cacher leur intention. Mais justement, le choix du comte du petit chaperon rouge, à ce moment-là, mm, il n'est pas innocent. Parce que, et tu as, plein de questions parce que, en fait, la scène, c'est, il y a un protagoniste qui lit le conte au Shanti au travers d'un, espèce une espèce de machine pour communiquer. J'ai oublié le nom de cette machine, c'est pas grave. Une espèce de CB qui arrive à contacter l'espace. Et il raconte le conte et les chantiers posent des questions sur mais oui, mais attendez, le chaperon rouge, il a bien rencontré le grand méchant loup dans la forêt. Comment est-ce qu'il il s'est pas rendu compte que c'était le grand méchant loup qui était dans le lit de sa mère et tout ça? Et en fait, quand tu analyses les questions, tu finis par dire mais attends, est-ce que le grand méchant loup, ça serait pas les chantiers? Tu vois? C'est là où je dis que la série semble te dire quelque chose, mais elle te laisse des indices que potentiellement, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, le fait qu'on voit pas, on n'analyse pas forcément leur réaction de la même façon, pour moi, c'est la preuve que c'est potentiellement bien réussi de ce plan-là. Surtout que tu as quelques épisodes qui précèdent ce conte, où à un moment donné, tu as justement toujours un dialogue entre ce personnage-là et les Shanti, où il explique que ce qui a aidé l'humanité, c'est avoir peur. Et du coup, il décide de faire peur aux humains. Donc, tu sais, quand tu remets en lien toutes les scènes de dialogue, en fait, et que tu commences à chercher à détisser le nœud, c'est là où tu te rends compte que potentiellement, on a beau être sur une série Netflix, on est peut-être sur l'une des séries Netflix les plus riches. Alors, pas au niveau d'un Dark et tout ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais en termes de grosse production, on est peut-être sur l'un des trucs les plus riches qu'on ait eu dans les derniers temps. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, bah c'est à voir. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est toute l'analyse qu'on peut faire et les théories qui malheureusement parfois se noient dans les à côté, or qui sont sûrement des, des, des arcs narratifs qui vont se développer plus tard. Tu vois, il y a le fameux projet Staircase, donc le fameux personnage qui ne sert à rien et qui tout à coup tombe malade et va mourir. Et à ce moment-là, tu sais qu'il va servir à quelque chose qui est d'envoyer son cerveau dans l'espace. Alors autant j'ai Mm. adoré l'idée, tu sais, d'un millier de bombes nucléaires pour pousser pour faire un souffle spatial pour que rentrer en contact avec les extraterrestres à des années-lumière, parce ils mettent 400 ans, je crois, pour arriver sur Terre. Donc, ce qui veut dire que, ce qui sous-entend que la série va très certainement faire des sauts dans le temps, ou Mm. alors il y a un truc que
que je ne sais pas, peut-être il voyage dans le temps, mais ça m'étonnerait, la série nous dit pas ça, donc très certainement qu'on va voir le futur. Euh, Oui. Oui, puis bah, tu as des trucs qui sont amorcés comme la congélation et tout ça, ouais, autour notamment du personnage de Wade, donc, qui est joué par Liam Cunningham. Donc, il y a déjà des technologies qui sont annoncées qui permettraient de conserver certains personnages et les amener dans les saisons. Si par exemple la saison 2 se passe 100 ans plus tard, bon, bah, ça nous paraîtra logique de retrouver certains personnages parce qu'on nous a avancé certaines technologies, quoi. ouais, ouais. Et pareil, dans les très bonnes idées, c'est, bah, tu vois, faire clignoter les étoiles. J'ai trouvé ça Oui, génial comme idée. Euh, Autant le mécanisme de l'horloge du compte à rebours, qui au début semblait être là-dessus qu'on te vendait la série avec le petit oui. mystère, que finalement n'en est pas un. J'ai trouvé ça pas si efficace ou pas si intéressant que ça. Ça, Alors, il est efficace dans le côté stressant. Parce que, effectivement, tu te dis que de voir un minuteur en permanence devant tes yeux, il y a quelque chose qui doit être stressant pour le personnage. Mais comme au final, il ne l'exploite pas plus que ça, c'est-à-dire que ouais, dès que c'est pour spoiler, le minuteur, il est là pour amener les scientifiques à stopper leur travail. Parce on se rend bien compte que les sentis ont l'impression. Alors, est-ce que c'est de la clairvoyance ou je ne sais pas, mais concrètement, ils savent que si certaines personnes travaillent sur certains projets, ça peut être potentiellement dangereux pour eux. Mais il y a tout un discours autour de il ne faut pas le laisser aller jusqu'au bout parce qu'il ne se passe jamais rien de bon et tout ça, qui est ramené aux scientifiques qui se sont suicidés. Mais comme le personnage qui a ce minuteur devant les yeux s'arrête brutement, de façon assez brutale, de travailler sur son truc, en fait, tu vois pas le déroulement parce que le moment où elle reprend son travail, ils ont réussi à couper la communication avec les gentils. Donc, cette menace-là, qui marque une première partie, je pense, tu l'as sur les deux, trois premiers épisodes, bah, au final, elle disparaît. Et ça, c'est un petit peu un point négatif. Tu as ça aussi avec le fameux casque, la fameuse technologie du casque. Tout à l'heure, je parlais du monde virtuel et tout ça. En fait, il y a un casque qui amène les personnages, notamment des scientifiques, qui sont invités dans un jeu où il faut qu'ils résoudent des énigmes et qui amène peut-être les scènes les plus spectaculaires de la série. C'est arrêté, cette idée-là, il l'arrête quoi, quasiment quatrième, cinquième ouais. épisode. Et c'est dommage parce que, alors, il semblerait que c'est, là encore, dites-nous-le en commentaire si j'ai mal compris, mais d'après ce que j'ai pu lire, le casque, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le premier volume des romans et beaucoup moins dans les deux autres. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la fin est aussi abrupte de cette technologie. Mais c'est dommage, il y avait plein de choses à amener, à discuter par rapport à ça. Et là, par contre, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Moi, je dois t'avouer que la plupart des scènes que je me souviens qui m'ont frappé par rapport au troisième corps, ce sont des scènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y a de la grosse plus-value de production, notamment la scène où à un moment donné, il faut qu'il récupère un objet sur un bateau. Et alors j'ai vu des gens dire que c'était pas cohérent le fait qu'ils utilisent cette technologie, mais en fait, ils l'expliquent dans la série que à partir du moment où ils débarquent sur le bateau, ils savent que potentiellement, qu'ils ont besoin de récupérer, ils ne pourront pas mettre la main dessus parce qu'il y a trop de monde sur le bateau et qu'on va les en empêcher et que les gens arriveront à le faire disparaître. Et d'ailleurs, tu le vois quasiment dans la scène où ils attaquent le bateau. Et la façon dont ils vont l'attaquer, c'est qu'ils vont utiliser une technologie de nanofil, c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure, le fil à découper le beurre, parce que ça peut tout découper, et ils vont littéralement découper le bateau qui donne très peu de temps de réaction aux gens qui sont sur le bateau. Toutes les personnes qui sont dessus vont mourir. Et là-dessus, effectivement, ils prennent un risque. Le risque peut être un peu gros, mais pour eux, c'est la meilleure chance de réussite. Et cette scène, le découpage du bateau, waouh dans une série. Tu t'attendrais à une scène comme ça dans un film, et dans une série, franchement, chapeau à eux. Elle est splendide, quoi. Oui, oui, je serais pas étonné que ce soit Alexander Wu qui soit la manœuvre parce que il est notamment le showrunner de The Terror, qui était une série très 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 bonne aussi, hein, sur deux bateaux qui sont bloqués dans les glaces en Antarctique avec des monstres, etc. Enfin bref. Donc on retrouve un peu ça, puis c'est aussi pareil, il a beaucoup travaillé sur True Blood, donc
une série excellente aussi de vampires notamment. Et donc il y a un petit côté gore même si ça reste gore propre puisque c'est Netflix, donc c'est Oui, c'est ça. gore grand public. Malgré tout, Ouais, mais t'as du bon découpage, quoi. oui, et T'as on des sent scènes. que et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on sent que c'était presque plus important pour eux de faire toutes ces scènes-là. C'est-à-dire, pareil, quand tu es dans le casque virtuel, tu as une scène avec des millions de gens qui s'envolent dans les airs, tu sais, quand il y a cette Ouais, qui sont scène. inspirés. Voilà, tu as plein de scènes comme ça, et tu as l'impression que là, ils sont pris leurs pieds, ils se sont dit, allez, là, on met tout ce qu'on a. Ouais. Et puis, entre les deux, bon, on s'en fout un peu. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Et pareil, je suis assez d'accord sur les côtés qui sont, comment dire, où on se dit, mais c'est pas cohérent. Autant pour cette scène-là, elle est explicite, elle est expliquée qu'ils vont faire comme ça et pourquoi ils le font. En tout cas, pourquoi leur logique à eux dit que c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que c'est la logique des personnages. Autant, tu vois, pour le coup des suicides et du timer, moi, ça m'a beaucoup gêné parce que on voit qu'il y a des personnes qui se suicident pour de vrai. On Ouais. nous le montre comme ça. En tout cas, le mentor du groupe des scientifiques. Sauf que après, on sait que en fait, ils sont tués par quelqu'un qui a la capacité de se rendre invisible, donc qui remet en cause ce qu'on nous a montré au début de la série pour nous tromper, très certainement. Et donc en Ouais. réalité, tu te dis, mais du coup, quel est l'intérêt de ce compteur? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à zéro? Parce que elle, comment elle s'en sort? Ouais. En fait, elle met dans le domaine public la technologie. Donc en fait, elle a fait ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire elle a rendu accessible au plus grand nombre sa technologie que si on lui avait laissé seule à exploiter, euh, Je parle des nanophiles, là. je parle des nanophiles, etc. Ouais, Donc excuse-moi, si je t'avais pas un peu perdu. Moi, j'étais resté bloqué sur celle qui assassine. J'étais comme, quelle oui, oui. technologie? Et donc voilà, pour dire que parfois, effectivement, il y a des choses qui sont pas très cohérentes, mais peut-être parce Voilà. que Pour ils ont moi, eu... c'est pas de l'incohérence. C'est juste que, pour l'instant, le mystère est pas révélé. Tu vois? Je pense que c'est plutôt ça. Tu C'est-à-dire crois qu'il y a un que, mystère sur l'horloge encore qui pourrait arriver? oui, parce que effectivement, tu parles de ce personnage qui arrive à ne pas apparaître sur les caméras et qui notamment va tuer Hmm. le compagnon de Les Jon caméras Snow et dans. visuellement. À Ouais, vue ouais, d'œil, les gens ne la voient pas. voilà. Qui a tué le camarade de Jon Snow dans Game of Thrones, j'ai oublié le nom de cet acteur, mais c'est pas grave. Donc effectivement, tu ne la vois John pas. Bradley. Jack Alors, Bradley. non, 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 les personnages la voient parce que quand ils vont discuter avec elle, et même quand elle est euh, quand ils vont arrêter la scientifique chinoise qui est donc à la tête du groupe de personnes qui soutiennent les chantiers, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que on se rend compte dans la série que c'est là où décrire toute cette série, même avec des spoils, c'est pas évident, hein, parce que on se rend compte qu'on a un combat scientifique, humanité versus une secte. C'est ce que je disais au début. Il y a vraiment une opposition entre le mysticisme et la science. Et cette secte-là, pareil, hein, on ne te dit pas trop comment elle s'est créée, elle a été là, elle a été installée avec les gens et tout ça. Il y a quelque chose de très religieux. Tu faisais des références par rapport aux témoins de Jéhovah, aux Mormons et tout ça. Effectivement, mais pour moi aussi, là, il y a quand même qu'à un moment donné, on nous explique certaines choses. Ce personnage-là, quand il est dans la fameuse scène où ils arrêtent la première fois les gens de la secte, il y a le policier, il y a un des policiers qui lui tire dessus, donc il la voit, il lui a tiré dessus, il lui tire dans la jambe, il voit qu'elle menace un des personnages et il lui tire dans la jambe. Mais quand elle fait des meurtres, elle n'apparaît pas sur les caméras. Et c'est Hmm. là où les meurtres paraissent pour des suicides. Sauf qu'il y a ce personnage, ce mentor dont tu faisais la mention, qui va se jeter dans un bassin. Et Hmm. là, tu dis, ouais, mais là, ça ressemble quand même à un suicide, tu vois. Donc, pour moi, oui, là, on peut y voir un manque de cohérence, mais je me dis que pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est de la non-cohérence pour la simple et bonne raison que la série ne l'a pas expliqué. Si la série ne l'explique jamais, oui, on a un problème de cohérence. Mais si la série l'explique à un moment donné, ben, la cohérence, on se rendra compte que potentiellement, elle n'est peut-être pas là. Il faudra attendre l'explication. Je ne sais pas si Moi, tu vois ce que je veux dire. en fait, du fait qu'on ne reparle plus de ça à aucun moment dans la saison 1, c'est que, enfin, tu vois, pour moi, le sujet est clos, quoi. Euh, Voilà, pour moi, c'est peut-être moins clos et c'est pour ça que je me dis que c'est pas un problème de cohérence, mais plus un mystère qui n'a pas été encore dévoilé. Et je sais pas, il faut avoir lu les romans, mais peut-être qu'effectivement ce conteur reviendra. Mais
le compteur semble avoir été remplacé par une nouvelle menace, cette espèce d'œil, cette espèce de gros ordinateur qui finit par englober toute la Terre. Et pareil, là, tu as quelque chose qui visuellement se voit dans le ciel, puis qui à un moment donné se voit plus. Tu dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là aussi, on pourrait dire qu'il y a incohérence, ou alors c'est simplement qu'on ne nous l'a pas encore expliqué. Non, c'est quand ils arrivent, tu sais, à envoyer quelque chose sur la Lune. En fait, à faire Oui, en sorte que, parce qu'il y a 2 sondes qui tournent, et à faire en sorte que les sondes soient saturées d'infos. Et donc, ça permet à ce moment-là de les rendre moins observateurs ou observatrices qu'ils étaient depuis un moment. Ce qui nous amène au fameux projet colmateur, les 3 ouais. colmateurs. Ça aussi, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais une fois de plus, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Et parfois, on t'explique pas vraiment les réactions Ouais. des uns et des autres. Et voilà, je sais pas. Donc ça, je pense que ça va être le cœur de la saison 2, très certainement. En tout cas, moi, j'attends ça, les colmateurs. Je veux exactement voir ce qui va se passer, parce que ça, c'est... Pour le coup, c'est Voilà. le projet le plus excitant du truc. Oui. C'est pour ça que moi, je le redis, hein, avant de parler d'incohérence, je voudrais attendre encore 2 ou 3 saisons, histoire S'il y de a se une rendre deuxième compte. saison, parce qu'on l'a pas dit, mais la série a pas non plus été un gros carton d'audience comparé au budget et aux attentes Alors, de Netflix. ouais, c'est pas ce genre de propos-là. C'est pas toujours évident avec Netflix à verbaliser parce que on sait qu'ils ne donnent pas toujours tous les chiffres. Et le fait d'avoir vu, parce que la série a trôné pendant très longtemps dans le top 3 des visionnements de Netflix, mais à quoi ça correspond ce top 3 et tout ça, bon, bah, moi je ne serais pas capable de vous l'expliquer. Le chiffre officiel, au 31 mars, c'est la série a été visionnée 26,6 millions de fois. Et il faut savoir que rien qu'une série qui a coûté 16 millions d'euros par épisode, donc moins cher, qui est le Maître de l'air, là, Oui, Avatar, le dernier maître de l'air, a détrôné tout de suite le problème à 3 corps. Donc, c'est pas un échec, c'est pas ça, mais par contre, au vu voilà. du budget, des attentes et de la communication qui a été faite autour, parce qu'ils ont mis le paquet hein, quand même en termes de com, Ouais. donc pour l'instant, on est quand même en stand-by de savoir s'il y Bon, aura bien une oui, suite. voilà. Et puis, ça fait un petit moment que Netflix n'annonce plus du tout la signature de deuxième saison et aussi rapidement qu'il le faisait à une époque. Donc on va voir. Il semblerait quand même que des retours, mais est-ce que là encore c'est un outil de communication, les gens soient plutôt satisfaits en termes de, je parle des showrunners et tout ça, de- du succès de la série. Bon, voilà. S'il n'y a pas de deuxième saison, c'est que effectivement ça n'aura pas été une grosse réussite, ou alors que ça aura coûté trop cher à Netflix pour qu'il lance une deuxième saison. Maintenant, je me dis qu'il y a une deuxième saison pour les Anneaux de Pouvoir. À partir du moment où il y a une deuxième saison pour les Anneaux de Pouvoir, je pense que toutes les séries peuvent avoir une deuxième saison. Ouais, mais c'est pas le Euh, même diffuseur, donc pas les oui, mêmes objectifs à atteindre. oui, oui, oui. Mais En tout cas, ça, j'ai pas ça peut l'impression. devenir, ça peut devenir les Anneaux de Pouvoir de Netflix, c'est-à-dire la série. À une époque, ils avaient cette politique, c'est-à-dire de produire des séries pour se vanter d'avoir fait ces séries-là. Tu vois. Peut-être que ça pourrait le redevenir. Je sais pas. Là, je t'avoue qu'il faudrait être dans les petits bureaux de Netflix. Euh, Par rapport aux réactions qu'ils ont eues dans les derniers temps, ils auraient tendance à donner raison à ceux qui doutent d'une deuxième saison. Maintenant, on peut encore être surpris. En attendant, juste pour conclure cette partie spoil, le truc que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que ils ne finissent pas cette première saison sur le classique. J'arriverai pas à dire le nom de ce truc parce que j'ai toujours en tête le film avec Sylvester Stallone, le Cliffhanger. fameux, le fameux Cliffhanger. Là, tu as une fin qui est assez frustrante, mais tu vois, euh, je pourrais faire un comparatif avec certains jeux de société, c'est-à-dire que tu as des jeux qui viennent te frustrer, ou même des jeux vidéo, qui viennent te frustrer au point que tu as envie d'y rejouer, tu vois. Bah là, j'ai trouvé que la frustration, c'était une bonne frustration, parce que ça finit un petit peu, alors pas en eau de boudin, mais un petit peu quand même. Et moi, ça m'a donné envie de voir. J'étais frustré qu'il n'y ait plus d'épisode. Tu vois, je voulais voir la suite. J'aurais voulu que la deuxième saison soit tout de suite là.
Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir une fin un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, passons à la troisième partie, attentes et théories. Qu'est-ce que moi j'attendrais d'une deuxième saison du Problème à trois corps? Eh bien, comme on l'a dit tout au long de cet épisode, il y a des choses qui n'ont pas été résolues et j'espère que eh ben, la gestion du mystère va en dévoiler un petit peu sans trop forcément en dévoiler. C'est-à-dire que, comme tu le disais, ils vont mettre 400 ans à venir sur Terre, donc potentiellement on peut prendre le temps de développer des choses et je trouve que la série là-dessus, elle a un bon rythme, même si il y a des petites longueurs dans sa réalisation. Je trouve qu'en termes de réalisation, elle t'en donne ni trop, ni trop peu. Donc moi, ça me va. J'espère que ça va continuer là-dessus. La première saison finit sur un échec. On parlait donc de Will, de son cerveau va être lancé dans l'espace. C'est un échec. J'espère quand même que cet échec va amener quelque chose. Sinon, j'aurais l'impression que tout cet arc narratif dans la première saison n'aura servi strictement à rien. Et ça serait bien dommage que ça serve strictement à rien. J'ai... Par contre, maintenant, tu vois, j'ai pas de théorie. À part peut-être que le fameux conte du chaperon rouge a peut-être encore plus d'importance que ce que nous, on en a dit dans cet épisode. Et donc, potentiellement, va peut-être aussi y avoir un chasseur à un moment donné, à voir comment le chasseur va être développé. Alors, il n'y a pas le chasseur, hein, normalement, dans le conte. Hein. Ça, c'est Dans un... le conte original, il n'y a pas le chasseur. Non. Ouais, ça a été rajouté après. Ouais. Bon, à voir justement comment les choses vont être développées. Je suis très intéressé de voir la mise en place de la résistance humaine et tout ça, et l'évolution des personnages. Voilà, je te laisse à toi faire ta conclusion. Donc Oui, tes oui. attentes et tes théories. Moi, je sais même pas si le projet Staircase va donner une suite, en fait, parce que je vois pas quel retournement de situation il pourrait nous proposer pour nous dire ok, le cerveau a fini à arriver là où il aurait dû arriver. Donc pour ça, je sais pas trop. J'avoue que ça m'intéresse pas vraiment. Pas sauf s'ils me surprennent, tu vois, mais Ouais. bon, pour moi, c'est projet raté. Mais pour moi, c'est le personnage est un projet raté dès le début. J'ai pas accroché au personnage, il sert à rien dans l'intrigue. Il fait partie des gens fonction, un peu comme le Sam Tarly, quoi. Lui, il est là pour c'est la caution un peu rigolote, puis il finit par quitter et se faire trucider, mais il sert à rien. Enfin, tu vois, il apporte rien vraiment, si ce n'est sa bonne humeur et des moments un peu drôles. Mais en dehors de ça, sans lui, on avait exactement la même histoire racontée et le même arc narratif. Donc pour moi, ça fait partie de ces personnages un peu inutiles. Je sais pas s'ils ont été rajoutés ou etc. Parce que bah voilà. Et sinon, moi j'attends vraiment. Non, moi c'est le projet Colmateur. Ça m'excite beaucoup. J'espère que la saison 2 aura une bonne partie là-dessus et que c'est pas un piège, c'est pas un Staircase 2, mais qu'il y a vraiment un truc derrière. Parce que j'aime cette idée du gars qui ne veut pas faire et que Ouais, mais personne ne prend au sérieux parce que ben, mais justement, c'est le principe. c'est là où je dis que le projet Starcase pourrait revenir dans la deuxième saison parce que c'est son meilleur ami. C'est celui qui a passé le plus de temps avec. Et peut-être que lui voudra pas que ce cerveau reste à la dérive dans le. Donc on pourrait avoir un enjeu autour de ce cerveau dans la deuxième saison. Ouais. Alors pour moi, Mais c'est parce que toi tu es quelqu'un d'aigri. et je suis aigri, notamment petit gris, hein, dans les extraterrestres, on connaît. Mais oui, Tu claques vite la porte, c'est pour ça. Tu fais ça trop vite. non, mais je te Non mais dis, peut-être que c'est toi qui auras raison et moi qui aurai tort, hein. sauf si on me C'est les surprend, théories. mais pour l'instant, ça m'excite pas du tout. Voilà, je m'en fous de cette histoire et j'y vois rien en tout cas. Mais qu'est-ce qui t'excite aussi en même temps? Euh, les colmateurs, voilà, ça me plaît bien parce que j'aime, parce que pour moi, les colmateurs, ça fait clairement référence au petit chapeau rouge, à toute la thématique que j'ai l'impression que la série, le propos qu'elle essaye d'avoir, qui est sur la duplicité, sur cacher ses objectifs, etc. Donc là, tu vois, pour moi, il y a un raccord complet. Là où Staircase, je ne sais pas où ça va, je ne comprends pas le principe du truc, si ce n'est le côté, je trouvais l'idée géniale, tu vois, l'idée, tout le côté scientifique de la mise en œuvre de ce projet était très bien, et après ça a raté, et voilà, je ne veux plus en entendre parler parce que pour moi ça fait pas raccord avec le propos, le fond de la série. Là où les colmateurs, c'est typiquement, ok, je vois où on va, et j'ai envie qu'on explore ça parce que
c'est la promesse qu'on nous a faite tout au long de cette saison 1. Donc ça, j'ai très envie de voir ça, et puis j'ai surtout envie de voir est-ce qu'on va aller dans le futur, quoi. Parce que là, pour le coup, il y a peut-être une vraie proposition visuelle, inattendue. Si le roman, les 3 romans ont été un énorme succès, ont gagné des prix, etc., c'est bien qu'il y a quelque chose encore plus fort derrière, tu vois, sinon ça se serait effondré et ça n'irait pas plus loin. Donc, pour moi, il y a toutes ces promesses et ces attentes, et j'espère que la saison 2 va non seulement y répondre à ces attentes, mais que je les ai pas mises trop hautes par rapport à ce qu'ils seront capables de nous proposer, parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même Netflix, et qu'on l'a dit, dans Netflix, il y a Flix. Donc voilà. Oui, bon, écoute, je pense que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. On n'a pas pu tout développer parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. C'était un De peu toute façon, confus, mais c'est notre première, faut qu'on se lance aussi, quoi. oui, ouais, bah, c'est un peu confus aussi parce que la série développe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire et que bah, c'est souvent le cas avec ce genre de série. Et tu as aussi ça un petit peu dans Invasion. Les premières saisons vont un petit peu dans tous les sens et donc de tout ramener et de faire un plan parfait de la chose, c'est pas toujours évident. Il en reste que n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du problème à 3 corps, si vous l'avez vu ou si on vous a donné l'envie de le voir. Si on a dit des énormités, n'hésitez pas à nous corriger. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et sur ce, eh ben, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation et clap de fin. Bonne année, bonne santé!